Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance d'information sur le volet technologie numérique et gouvernance, objet de recherche à l'ENAP. Mon nom est Patrick Bélanger, je suis conseiller en recrutement étudiant. Cette séance d'information-là s'adresse principalement aux étudiants qui sont actuellement au Québec. Bienvenue tout de même aux étudiants qui nous écoutent de l'international. Malheureusement, l'admission est terminée pour cette année, pour l'automne qui vient. Il faudra penser à l'automne 2026, mais vous êtes les bienvenus. Vous pouvez demeurer à l'écoute de cette séance d'information. Vous aurez déjà toutes les infos pour déposer une demande d'admission pour l'année suivante. Séance d'information d'une durée d'environ 30 minutes. J'ai avec moi deux professeurs de l'ENAP, Philippe Dubois et Guillaume Beaumier. On va prendre un moment à la fin pour la période de questions, mais sachez que vous pouvez déjà écrire les questions dans l'onglet Q et A, là, Question and Answer, avec le petit bouton que vous avez dans Zoom. On ne prendra pas de questions à la caméra. Toutes les questions doivent être posées euh, par le petit bouton Q&A. Donc, plus précisément, la séance d'aujourd'hui, je vais prendre quelques instants pour vous présenter l'ENAP, donc 3-4 minutes pour vous présenter l'ENAP. Ensuite, on va sauter dans le vif du sujet avec un échange avec les professeurs Beaumier et Dubois. Par la suite, je vous présente tous nos programmes d'études à l'ENAP en lien avec la recherche et finalement les technicalités qu'on pourrait dire sur comment déposer sa demande d'admission, les droits de scolarité, le régime d'études, les trimestres, etc. Alors, l'ENAP fait partie du réseau de l'Université du Québec. Donc, on est un des 10 établissements du réseau. C'est le plus grand réseau francophone universitaire en Amérique du Nord. Donc, c'est un réseau composé de 10 établissements. Certains sont à vocation spécialisée comme l'ENAP. Donc, à l'ENAP, il n'y a pas de premier cycle universitaire. Il n'y a pas de baccalauréat du québécois ou de licence, comme on dit à l'international. Alors, l'ENAP, ce n'est que du deuxième et du troisième cycle universitaire. Une cinquantaine de programmes, même si on a un seul champ d'études et de recherche qui est l'administration publique, on a quand même 50 programmes de cycle supérieur. Les programmes vont de très courte durée, micro-programmes de 3 cours et évidemment jusqu'au doctorat. On s'appelle ENAP, donc École nationale, mais si vous ne le saviez pas, l'ENAP, euh, je vous le présentais il y a tout juste quelques instants, on est une université, on fait partie d'un réseau universitaire, donc évidemment, à l'ENAP, comme toute bonne université, il y a des unités de recherche. On en a une douzaine. On va en glisser un mot un petit peu plus tard dans la présentation. L'ENAP a un deuxième volet aussi où on offre de la formation continue, des services conseils, du coaching, du perfectionnement. Donc, il y a une équipe, pardon, dédiée entièrement à ça à l'ENAP. On le fait pour le national au Québec et on le fait aussi à l'international. C'est environ 350 membres du personnel l'ENAP. L'ENAP est réparti sur 3 campus principaux à la ville de Québec, là où est le siège social de l'ENAP, au campus de Montréal qui contient la majorité de nos étudiants et du personnel enseignant. Et on a un campus également qui est en reconstruction et qui devrait ouvrir dans quelques mois à Gatineau, donc tout près d'Ottawa. Donc, 3 campus principaux, 160 membres du corps enseignant qui est composé d'une quarantaine de professeurs de carrière, professeurs-chercheurs, mais aussi de professeurs invités, professeurs associés de d'autres universités, de praticiens également de l'administration publique, soit à la retraite, soit en action, qui font partie du corps enseignant. Donc, environ 160 membres. Petite université, on est dans les plus petites universités au Québec, une communauté étudiante composée d'environ 350, 3500 personnes, pardon, qui la fréquentent pour la plupart à temps partiel. C'est environ 80% de nos étudiants à l'ENAP qui sont déjà sur le marché du travail, donc euh, qui travaillent en même temps qu'ils font des études. C'est pour ça qu'ils étudient à temps partiel, souvent en raison d'un cours par trimestre. C'est également le cas pour ceux qui étudient en recherche à l'ENAP. J'y reviendrai un petit peu plus tard. On a 55 ans d'âge à l'ENAP, hein. On a été créé en 1969. Donc, on approche les 20 000 diplômés à l'ENAP. Et le volet service conseil, perfectionnement que je mentionnais un peu plus tôt, c'est environ 4 000 gestionnaires publics là, qui passent.
par l'ENAP chaque année. Alors, la recherche à l'ENAP, entrons dans le vif du sujet sur les technologies numériques et de gouvernance. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui deux professeurs de l'ENAP, professeur Guillaume Baumier et Philippe Dubois, à qui je vais céder la parole afin que les deux se présentent la formation et aussi leurs expertises. Commençons par Guillaume. Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ça a déjà été dit, mais mon nom de nouveau est Guillaume Baumier, professeur adjoint à l'ENAP depuis maintenant près de 2 ans. Moi, j'ai une formation assez interdisciplinaire. J'ai fait mon premier cycle, deuxième cycle à l'Université Laval à Québec et j'ai fait mon doctorat en co-tutelle entre l'Université Laval et l'Université de Warwick, qui se retrouve en Angleterre, qui est un doctorat en sciences politiques et en études internationales. Et donc, ça me permet déjà de dire, en termes de champ d'expertise, moi, je me spécialise vraiment dans tout ce qui est les relations internationales, la gouvernance mondiale et les questions euh, euh, de gouvernance mondiale. Après avoir fait mon doctorat, j'ai en fait fait un post-doctorat à l'université de Georgetown aux États-Unis pendant 2 ans, où j'étais avant de me joindre à l'ENAP. J'ai été aussi affilié avec l'université de McGill, que certains peut-être connaîtront, qui est une autre université basée à Montréal. J'ai joint donc l'ENAP il y a à peu près 2 ans, où je continue en fait de me spécialiser, de mener des recherches et d'enseigner des cours, de mener des recherches en lien avec l'économie politique internationale. Donc ça, c'est vraiment ma discipline principale. Donc plus spécifiquement, tout ce qui est question, donc je le disais il y a un instant, de relations internationales, de gouvernance mondiale, mais en particulier les éléments qui ont trait à l'économie internationale. Donc, j'enseigne le cours d'économie politique internationale ici à l'ENAP. J'enseigne aussi le cours sur le commerce international, actuellement beaucoup d'actualité, avec, si vous suivez l'actualité, tout ce qui se passe avec l'administration Trump aux États-Unis. Et autrement, en fait, puis on pourra en parler un peu plus longuement dans un instant lorsqu'on présentera nos projets de recherche, mais ma spécialisation est vraiment sur tout ce touche la gouvernance des technologies numériques dans ce contexte-là. Donc, comment est-ce que ces technologies-là viennent modifier l'économie internationale? Comment est-ce qu'elles sont encadrées par différents gouvernements, étant donné que ce sont des technologies, si on pense par exemple à l'intelligence artificielle, qui sont euh, de plus en plus transnationales, qui ont des effets transnationaux. Euh, et qui se base en fait sur l'utilisation de données qui sont maintenant transitées, échangées entre différents pays comme les biens et services auparavant. Donc moi, c'est toutes ces questions-là qui m'intéressent et sur lesquelles je travaille dans le cadre de ma recherche et que j'intègre aussi dans mon enseignement à l'ENAP. Merci Guillaume. Maintenant, Philippe. Merci Patrick, bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver en relativement grand nombre ce midi. On vient de le dire, mon nom est Philippe Dubois, je suis professeur ici à l'ENAP depuis maintenant 3 ans. Auparavant, j'étais à l'Université Laval ici à Québec où j'ai fait mes études en sciences politiques. Euh, Avant de me mettre, comme on dit, la main dans le tordeur des études universitaires et d'entamer cette grande aventure, j'étais un praticien de la politique, un praticien des communications en politique aussi. D'abord au palier municipal où j'ai œuvré pendant 3 ans à l'Hôtel de Ville avec les élus du cabinet de l'opposition officielle. Puis ensuite, j'ai fait un court passage au sein de l'État québécois où j'ai eu à occuper des fonctions au ministère du Conseil exécutif dans un service de rétro-information où essentiellement on sondait l'opinion publique et l'opinion médiatique quotidiennement pour comprendre comment l'action de l'État était perçue et discutée dans l'espace public. Et c'est à partir de ces expériences-là pratiques que je me suis posé des questions plus théoriques ou du moins plus fondamentales sur la finalité des actions de l'État, le rôle de la communication, le rôle du numérique aussi dans l'organisation de la société, dans sa gestion, dans sa structuration, dans l'arbitrage des différents intérêts qui traversent une société. Et c'est un peu à la base de mon investissement académique, de mes intérêts de recherche. Ma spécialisation, elle est en communication politique, donc comment la communication peut aider à structurer, organiser, gouverner une société.
d'un point de vue de politologue, mais avec un grand bagage en sciences d'information et de la communication. Et de plus en plus aussi, j'intègre des concepts de gestion et d'administration classique, dont le marketing, qui est une technique ou une approche, devrais-je dire, qui nous permet de, dit-on, mieux lire les besoins, les intérêts de la société pour maximiser l'offre qu'un gouvernement ou qu'une administration publique peut mettre en place afin de prendre en considération ses besoins et ses intérêts. Donc, à l'ENAP, vous aurez compris, je suis responsable, entre autres, du cours de marketing public. J'enseigne également la gestion des médias sociaux. J'enseigne aussi les médias traditionnels, quel est leur rôle à cette ère numérique. Et je suis aussi co-responsable d'un des cours obligatoires dans nos programmes qui est Principes et enjeux de l'administration publique, qui donne les grandes bases, les grands fondements pour véritablement comprendre comment un État fonctionne d'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique, et comment tout ça, au final, s'alimente entre eux. Donc, je vais reprendre la parole. Et on va prendre un petit peu de recul, en fait, avant de se lancer puis de parler un peu plus de nos projets de recherche respectifs. En vous parlant un peu des domaines de recherche à l'ENAP, plus largement, là, au-delà des technologies numériques. L'ENAP, faut le dire, c'est un environnement qui est très dynamique en termes de recherche. Patrick en parlait il y a un instant. Si on fait une comparaison, c'est quand même une université qui est relativement petite au terme de sa taille. On est une quarantaine de professeurs et un autre nombre additionnel de chargés d'enseignement. Mais lorsqu'on regarde en fait les résultats en recherche de l'ENAP au comparatif de sa taille, c'est assez significatif, là, même plus important que ce que vous retrouveriez dans d'autres universités, hein. Et il y a une spécialisation qui se fait de par l'intérêt de l'institution sur toutes les choses de l'administration publique au sein de deux branches. Donc, d'un côté, de manière plus générale, il y a le management public, donc la gestion publique, le rôle des gestionnaires, leurs activités au sein de l'administration publique, comment est-ce qu'ils encadrent les activités et peuvent influencer stratégiquement les activités de l'administration publique. Et de l'autre côté, l'analyse, la conception des politiques publiques. Donc, lorsque le gouvernement vise à encadrer l'espace public, à influencer différents enjeux sociétaux d'importance, comment est-ce que ça se traduit dans le cadre de politiques publiques, comment est-ce qu'elles sont développées, comment est-ce qu'on peut les analyser, comment est-ce qu'on peut comprendre leur efficacité. Donc, tout un ensemble de variables aussi auxquelles on va s'intéresser. Ici, vous pouvez voir en fait sur la diapositive tout un ensemble d'expertises qui se retrouvent à l'ENAP, qui vont du leadership public, donc justement quand on pense aux gestionnaires ou même au sein d'une équipe, comment est-ce que certains acteurs vont être capables d'influencer, de créer du changement. L'évaluation de programmes, donc je parlais il y a un instant, lorsqu'on réfléchit aux politiques publiques, on met des grandes politiques en place pour essayer de faire face à des enjeux d'importance, lutter contre les changements climatiques, ben, comment est-ce qu'on évalue et potentiellement s'assure de l'efficacité de ces mesures. Donc, je ne passerai pas tous les points, mais il y a donc une grande variété d'expertises, comme vous pouvez le voir, et qui sont justement liées dans un bon nombre à des groupes de recherche que je vais laisser à mon collègue présenter. Qui distingue l'ENAP des autres ENA ou INSP ou toutes les autres institutions que vous pouvez connaître de nom, c'est, comme le disait Patrick, le positionnement universitaire, qui s'incarne d'abord par la recherche. Guillaume vient de le dire, on est tous et toutes dans le corps professoral d'abord des chercheurs qui créons des connaissances pour ensuite les transmettre aux étudiants via nos enseignements. Et on le fait notamment à travers des regroupements de recherche auxquels vous pouvez appartenir si vous faites des études de maîtrise ou de doctorat dans un programme de recherche à l'ENAP. Vous avez ici 4 exemples forts de notre institution. Il y en a beaucoup d'autres. Sachez aussi que, comme professeur, on est également généralement membre de groupes de recherche ou d'instituts de recherche ou de chaires de recherche de d'autres universités. Donc, venir à l'ENAP, c'est avoir accès à un écosystème de recherche qui est dynamique, qui est foisonnant, qui est en développement, j'ai envie de dire, vitesse grand V, mais c'est aussi une porte d'entrée vers d'autres écosystèmes de recherche auxquels appartiennent votre future direction de recherche. On a, par exemple, très brièvement, la chaire de recherche du Canada en système adaptatif,
en santé et en services sociaux. On a un pôle santé et services sociaux dynamique et reconnu à l'ENAP. On a également la chaire de recherche en management public comparé. C'est une université nationale, mais qui ne se concentre pas qu'uniquement sur un contexte en particulier. On aime voir ce qui se fait ailleurs, on aime voir ce qui se fait à différents paliers, justement pour étudier les pratiques empiriquement, les comparer entre elles et identifier celles qui méritent d'être explorées ou qui méritent d'être appliquées. Le Centre de recherche sur la gouvernance, qui est un peu la locomotive d'un grand nombre de membres du corps professoral, parce que c'est une des thématiques transversales à l'ENAP, comment on gouverne une société. C'est un groupe de recherche qui permet, entre autres, aux étudiants d'avoir du financement pour présenter leurs travaux de recherche ailleurs, pour développer d'autres projets de recherche. Et on a aussi la chaire de leadership dans le secteur public qui est basée ici à Québec, au siège social de l'université, et qui fait un pont très important avec les praticiennes, les praticiens et la recherche plus académique. Donc, c'est vraiment un écosystème qui met de l'avant la création de savoir original pour permettre ensuite une formation de pointe basée non seulement sur l'état de la pratique, mais également les données scientifiques les plus à jour. Merci, messieurs. On arrive dans le vif du sujet. On a environ, au total, un petit 10 minutes devant nous pour répondre aux questions que vous voyez à l'écran. Donc, peut-être d'abord présenter vos travaux de recherche, comment les étudiants peuvent contribuer à vos travaux de recherche, soit comme assistants de recherche, mais aussi à faire des études dans le domaine et pourquoi choisir l'ENAP, quelles sont les perspectives professionnelles d'études. Donc, je sais pas, Guillaume, si tu veux bien commencer. Oui, absolument. Mais donc, j'ai déjà commencé un peu à en parler, moi, de mon côté. Je disais que je m'intéresse à la gouvernance de l'économie internationale, puis plus spécifiquement des aspects liés aux technologies numériques dans cette gouvernance-là. Donc, mes recherches portent globalement sur la gouvernance des données, hein. Donc, peut-être rapidement pour ceux qui peuvent être nouveaux par rapport au sujet, ben, l'économie numérique se base sur l'utilisation de données numériques. Donc, on a transféré tout un ensemble d'informations, non plus de façon analogue ou de façon physique, là, sur du papier, on les a transformées de façon numérique, ce qui favorise en fait leur transfert, leur copie, leur échange. Et ça a créé toute une nouvelle économie internationale. Donc, moi, je m'intéresse aux questions de qu'est-ce qui permet ces flux de données-là entre différentes juridictions, entre différents pays, hein. Le fait que vous pouvez échanger un courriel, tu sais, de manière très, très simple et manière très factuelle, le fait d'échanger des courriels peut-être entre quelqu'un, entre différents pays, implique des flux de données transnationaux, hein. Et ça implique tout un ensemble de questions en termes d'accès à l'information, de liberté d'expression, de protection de la vie privée, hein. Et donc, quelles règles s'appliquent à ces données-là? C'est ce qui m'intéresse comme question, en tout cas un de mes axes de recherche principaux. Un deuxième axe, c'est qu'en lien avec ces différents choix de réglementation qui sont faits par différentes administrations publiques à travers le monde, ça vient impliquer des coûts pour les compagnies privées qui sont à l'avant-scène dans le développement de cette économie transnationale numérique. Et la question qui est intéressante pour moi, c'est de voir les interactions entre ces acteurs privés transnationaux. Donc, vous pouvez aussi penser à Google, Facebook, Meta, les compagnies maintenant aussi chinoises, Huawei, etc. Et comment est-ce qu'elles réagissent par rapport à ces réglementations-là et adaptent leur comportement. Donc, j'ai un projet de recherche actuellement qui s'intéresse tout particulièrement à comment les compagnies qui offrent des services infonuagiques, donc des services de traitement de données, vont modifier en fait leur empreinte géographique, hein, en lien avec ces différentes réglementations qui sont mises en place. Ça amène des questions par rapport, donc un sujet qui est en vogue actuellement, par rapport à la souveraineté numérique, la capacité d'un État de dire qu'il est sur son terrain et il est capable de traiter les données qui viennent de sa propre population sur son propre territoire géographique. Donc, en lien avec ce que je viens de vous présenter, j'ai aussi des questions des projets de recherche qui s'intéresse à mieux comprendre le concept de souveraineté numérique, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se met en œuvre, quels sont les défis, etc. Et en dernier, j'ai aussi des projets qui s'intéressent à des nouvelles formes de gouvernance et le rôle plus spécifiquement des compagnies privées qui s'imposent de plus en plus comme des acteurs de gouvernance internationale face aux défis que peuvent représenter l'encadrement de ces technologies-là dans un espace transnational. Donc, on le voit avec des compagnies comme Meta qui vont imposer tout un ensemble de codes de pratique, de règles internes qui vont venir influencer en fait des valeurs sociales et des biens publics
d'importance comme le droit à la liberté d'expression. Et donc, quelles sont les implications par rapport à ça? Pour faire du pouce sur rapidement les questions additionnelles que tu nous as posées, Patrick, Mhm, ben, effectivement, comment est-ce que les étudiants peuvent s'impliquer par ça? Ben, nous, ce qu'on fait en tant que professeur-chercheur, c'est qu'on demande des subventions de recherche. Actuellement, moi, j'ai obtenu des subventions de recherche pour mener à bien les projets que je viens de vous présenter très rapidement. Je recherche régulièrement, en fait, des étudiants pour travailler avec moi sur ces projets de recherche-là. Donc, à ce moment-là, c'est des postes d'assistanat de recherche qui visent à la fois à m'aider à développer mes projets, mais aussi à vous permettre de développer vos compétences en tant que chercheur. Et donc, ça, c'est des expériences qui sont extrêmement importantes dans un parcours. Il y a aussi, effectivement, au sein même de cours et au sein même de vos projets de recherche. Donc, si vous faites des projets de recherche qui sont similaires à ce que je réalise, ben moi, en tant que professeur à l'ENAP, et si vous veniez vous joindre à notre corps étudiant, ben mon travail, en fait, c'est d'utiliser mon expertise pour vous aider à pousser votre réflexion plus loin et à vous imposer comme un chercheur et une chercheuse à part entière. Je terminerai rapidement de passer la parole à mon collègue Philippe. Sur pourquoi choisir les nappes, mais je pense qu'il va pouvoir aussi renchérir là-dessus. Mais actuellement, un champ d'expertise dans lequel on investit beaucoup d'énergie à l'ENAP, il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là, au-delà de moi et Philippe, c'est les questions numériques. Donc, en choisissant l'ENAP, ben, vous choisissez un environnement qui va être assez dynamique sur ces questions de recherche-là. Puis même au sein de l'écosystème québécois, j'oserais dire un des plus dynamiques, voire le plus dynamique actuellement, avec plusieurs jeunes professeurs comme moi qui travaillent et qui mènent des recherches activement sur ces questions-là spécifiquement, et de manière assez complémentaire. Donc, vous pouvez voir juste entre moi et Philippe, moi, je travaille sur des questions de gouvernance internationale, et davantage sur des questions de communication. Je vais laisser davantage présenter ses propres projets de recherche, mais vous avez plusieurs facettes des enjeux qui peuvent être soulevés. Et ça crée tout un écosystème d'échange, d'idées, de partage, d'expériences, qui est une richesse qui peut être plus difficile à retrouver ailleurs, notamment dans le cadre de départements qui vont être des fois plus homogènes. Donc, un département de sciences politiques. Dans notre cas, à nous, on est un département d'administration publique générale où on a des expertises, donc justement des experts en communication, des experts en relations internationales, des experts en gestion. Donc, vous avez plusieurs facettes qui peuvent amener une richesse à votre analyse. Puis peut-être un dernier point, je terminerai là-dessus. On l'avait dit justement, l'ENAP tend à être plus active en recherche proportionnellement à la grosseur de son corps professoral, mais ce qui veut effectivement dire aussi plusieurs opportunités de recherche, davantage d'opportunités de recherche pour le corps étudiant relativement, encore une fois, à la taille de l'ENAP. merci, Guillaume. Philippe? Pour ma part, ce qui anime mes projets de recherche ces temps-ci, je pourrais les qualifier en deux axes. D'abord, comment le numérique intervient en contexte de communication. Autant sur le plan des outils et des pratiques, vous n'êtes pas sans savoir que les médias sociaux font maintenant partie de nos routines informationnelles et communicationnelles. Par contre, c'est pas si clair que ça fait partie de celles des institutions publiques, des organisations publiques, même du parapublic. Donc, je m'intéresse beaucoup à comment on intègre, on adopte ces outils-là, comment on les utilise, comment elles viennent modifier les pratiques de communication qui sont nécessaires pour organiser une société. Je m'intéresse aussi aux compétences que ça demande pour les administrations, pour les organisations, notamment sous l'angle de la professionnalisation des communications numériques, donc comment on améliore nos pratiques, comment on les rend davantage cohérentes avec nos objectifs, les besoins également de nos clientèles cibles. Et évidemment, là où une partie de ma recherche rejoint probablement celle de Guillaume, c'est que ces outils-là amènent aussi des enjeux sociopolitiques importants sur la scène nationale et internationale. Je connais davantage la scène nationale, je laisse à mon collègue Guillaume la scène internationale. Mais par exemple, au Canada, il est impossible de consulter des articles de médias journalistiques sur les plateformes de Meta. Alors évidemment, pour les politiciens et les politiciennes, pour les administrateurs publics, pour les institutions, c'est un défi avec lequel il faut composer pour diffuser de l'information qui est juste et vérifiée à une époque où c'est beaucoup plus facile de créer de la fausse information que de communiquer quelque chose qui est empiriquement valide, vérifié et utile à l'exercice de la citoyenneté démocratique. Donc ça, c'est un pan de ma recherche. L'autre pan qui concerne le numérique, c'est toute l'approche marketing dans l'organisation
de la société, dans nos institutions publiques. À l'heure numérique, on a accès à plus de données, plus d'informations, on est capable de mieux percevoir les besoins, les intérêts des segments de la population que l'on cherche à rejoindre. Alors, comment le numérique nous permet de mieux planifier, déployer, mais aussi élaborer des politiques publiques au regard de la démarche marketing. Et ça, dans un monde de plus en plus compétitif, parce qu'aujourd'hui, c'est facile de voir ce qui se passe à Bamako, à Paris, à New York, et les citoyens sont assez mobiles. L'ascension sociale au Québec, au Canada, c'est une réalité. Donc, les gens ont du choix et ça force les organisations publiques, les universités, les gouvernements, les villes à se positionner avantageusement pour attirer les meilleurs. Euh, Comment les étudiants peuvent participer à mes projets de recherche? Bien évidemment, comme Guillaume, j'embauche ponctuellement des étudiants, des étudiantes pour joindre mes équipes de recherche, mais je suis aussi intéressé à superviser, à diriger des projets de recherche qui rejoignent mes intérêts. Donc, pas obligé de vous inscrire parfaitement dans ce que je suis en train de mener comme chercheur. Si vous arrivez avec un bagage, une perspective, des expériences et surtout des intérêts de recherche qui sont complémentaires aux miennes, on peut travailler ensemble. On peut développer votre projet de recherche dans le cadre d'une maîtrise ou dans le cadre d'un doctorat. Ce sont des choses qui sont possibles. Puis pour terminer, parce que je sais que l'heure avance, pourquoi choisir l'ENAP? On en parle depuis le début. L'ENAP, c'est une bibite. C'est un environnement qui est spécial, qui est unique, et c'est ce qui fait sa force. Mes voisins de bureau sont des gens en relations internationales. J'ai un juriste, j'ai une comptable, j'ai quelqu'un en relations, en ressources humaines, j'ai quelqu'un en gestion municipale. Il n'y a pas d'unité universitaire au Québec et au Canada qui vous offre de façon aussi concentrée un bagage d'expertise unique, complémentaire et transversal. Et donc, d'un point de vue étudiant, c'est à la fois une chance et un défi. C'est-à-dire qu'on vous offre pas un chemin tout tracé. On vous dit pas, voici une liste de choses à cocher, puis à la fin, on vous donne un diplôme puis un travail. On vous dit, on vous donne le maximum d'opportunités, le maximum d'outils, le maximum de perspectives, et amusez-vous pendant votre parcours. C'est à vous d'aller chercher ce dont vous avez besoin en fonction de vos intérêts, en fonction de vos objectifs. Et vous avez tout ça à proximité dans une université qui est profondément humaine, dans une université qui est profondément motivée à créer les personnes les plus connaissantes dans un monde où ça nous prend davantage des gens qui pensent que des gens qui font. C'est le défi qui nous attend, c'est-à-dire on a besoin de gens avec des pensées stratégiques, qui sont capables d'aller chercher de l'information, sont capables de créer de l'information pertinente. Et ça, c'est la formation qu'on vous offre dans nos programmes en recherche. Merci beaucoup, messieurs, pour ces présentations fort intéressantes. Justement, tu as parfaitement raison, Philippe, le temps avance, donc moi aussi, je vais accélérer davantage ma présentation. Sachez que la présentation qu'on fait aujourd'hui est enregistrée, donc sera disponible éventuellement sur le canal YouTube de l'ENAP, mais aussi la présentation PowerPoint vous sera acheminée par courriel dans les prochains jours, donc probablement au cours de la semaine prochaine. Donc, pas nécessaire de prendre toutes les notes, mais je serai rendu à vous présenter là, ici les programmes d'études avec recherche à l'ENAP. Donc, au deuxième cycle, on a la maîtrise en administration publique, profil recherche. Il y a deux types de maîtrise à l'ENAP, la maîtrise pour gestionnaire ou pour professionnel, donc une maîtrise plus professionnalisante. Ici, c'est la maîtrise avec recherche. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir travailler avec Philippe et Guillaume sur votre sujet de recherche. Vous voyez, je ne passerai pas tout le détail, là, vous voyez un peu ce qui vous attend. Vous aurez un mémoire, bien entendu, à réaliser à la fin de cette maîtrise-là. On cherche un baccalauréat, des gens qui ont un baccalauréat avec une moyenne minimale de 3,3 pour intégrer l'ENAP. Les baccalauréats de tous les domaines sont acceptés à la maîtrise. Vous avez la liste complète des conditions d'admission sur le site web de l'ENAP. C'est pour ça que je les passe en accéléré, mais la condition minimale, c'est d'avoir un baccalauréat complété. Au troisième cycle, on a bien entendu le doctorat en administration publique. C'est le seul doctorat à l'ENAP. Il est en administration publique, mais que l'on peut travailler sous différents thèmes, dont le numérique, comme on parle depuis tout à l'heure. Donc, c'est un doctorat de 90 crédits avec une thèse à proposer à la toute fin.
Si vous voulez pas vous rendre jusqu'au doctorat, c'est quand même possible de faire des études de troisième cycle. Il existe le programme court de troisième cycle de 18 crédits, où là, vous aurez un essai à produire à la fin de votre parcours. Euh, Dans les deux cas, la condition d'admission au troisième cycle, elle est un peu plus précise. Ce ne sont pas toutes les maîtrises de tous les domaines qui sont acceptées. Ça doit être une maîtrise qui a été réalisée dans le domaine très large de l'administration publique. Ça peut être en finances publiques, en droit public, en administration publique, bien entendu. Donc, on doit être dans l'environnement de la chose publique avec une note minimale de 3,5. Et là, lorsqu'on parle de conditions d'admission au troisième cycle, il y a davantage de conditions qui s'ajoutent. On veut des résultats universitaires jugés excellents que vous avez eus dans le passé. Vous allez voir que, on va demander aussi des rapports d'évaluateurs externes. Vous aurez à déposer un projet de recherche, bien entendu, donc c'est un peu plus exigeant. Je vous réfère toujours au site web de l'ENA pour prendre le temps de lire toutes les conditions. Vous aurez accès à la toute fin de la présentation à l'adresse courriel pour rejoindre notre équipe qui va pouvoir vous épauler pour le montage de votre dossier. J'en profite pour parler de votre sujet de recherche, justement. Si vous avez déjà une idée de votre sujet de recherche, je vous invite à contacter quelques professeurs. Donc, on parle ici de un, deux, trois maximum professeurs qui pourraient être intéressés par votre projet de recherche. Vous allez sur le site de l'ENAP, vous allez voir la liste de notre corps professoral, vous identifiez les professeurs qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par votre projet de recherche. L'erreur à commettre, c'est d'écrire à tous les professeurs en mentionnant que vous êtes intéressé par des études à l'ENAP en recherche dans votre domaine. Vous n'aurez pas de réponse de la part des professeurs si vous faites ça. Vous devez absolument contacter quelques professeurs. Philippe le mentionnait, tous les professeurs sont à proximité, tout le monde se parle, donc on veut des candidats de qualité. Trouvez les professeurs qui pourraient être intéressés avec votre projet qui va pouvoir vous encadrer autant à la maîtrise qu'au doctorat. Je passe par-dessus ici la diapositive sur la présentation du projet de recherche que vous devrez déposer. Vous allez avoir la présentation, je le mentionnais. Puis si vous avez des questions, vous nous reviendrez. Mais sachez que vous devrez quand même élaborer sur papier votre projet de recherche. Il ne faut pas seulement avoir une idée d'un thème qu'on voudrait creuser. Non, il faut aller un petit peu plus loin, là. Alors, faut vraiment avoir une idée plus précise de la problématique, la méthodologie que vous envisagez, même annexer une bibliographie donc, c'est quand même une réflexion que vous devez faire avant de déposer. Les trimestres, il y en a trois à l'ENAP. Les trois sont obligatoires, incluant celui d'été. On pourrait même parler d'un trimestre de printemps, là, parce que c'est au mois de mai ou au mois de juin. C'est un trimestre qui est accéléré en 8 semaines au lieu des 14 semaines habituelles. C'est possible d'étudier à temps plein ou à temps partiel. Donc, un cours semestre, c'est possible. Mais comme vous le voyez au bas de votre écran, un doctorat à temps complet, c'est déjà beaucoup de temps sur les bancs d'école. On parle de 5 ans. À temps partiel, c'est 8 ans. Donc, c'est ce qui vous attend selon le régime d'études que vous choisissez. Le coût des études, donc on n'est pas en mesure de vous dire une maîtrise, vous allez payer tant, un doctorat, vous allez payer tant. Il y a beaucoup de variables selon le nombre de cours que vous prenez, si vous avez accès ou pas à des bourses, etc. Donc, on est allé ici sur un nombre de crédits de 3 qui équivaut à un cours régulier de l'école. Donc, si vous êtes un résident du Québec, c'est environ 472 dollars. Ça monte toujours un peu à chaque trimestre, mais on est autour de 472 dollars. Si vous êtes un Canadien non résident, c'est-à-dire vous habitez au Canada, mais vous n'êtes pas au Québec, on est autour de 1000 dollars. Et à l'international, vous avez les montants qui sont affichés à l'écran. Ça ne concerne pas les candidats en France et en Belgique qui, eux, en raison d'une entente bilatérale avec le Québec, paient les droits de scolarité des résidents du Québec. Donc, il faut se référer à la deuxième colonne à l'écran si vous êtes un Français ou un Belge. Il y a des bourses disponibles, autant au doctorat qu'à la maîtrise avec recherche. Il faut toutefois être inscrit dans un régime d'études à temps plein. Donc, c'est pas disponible pour ceux qui prennent un cours par trimestre. Il faut vraiment être à temps plein. Et de 40 000 dollars au doctorat et de 7 500 dollars à la maîtrise, ce sont des bourses que l'on peut appeler automatiques, si vous voulez, hein. C'est des bourses d'admission. Une fois que vous êtes admis, retenu à l'ENAP, ce sont des montants qui vous seront versés euh, à chacun des trimestres. Donc, c'est pas un chèque de 40 000 dollars, c'est réparti sur plusieurs trimestres.
Période d'admission qui approche à grands pas. Si vous voulez débuter pour cet automne, c'est le 1er juin, donc vous avez plus ou moins un mois pour déposer votre demande d'admission. Je vous dirais de faire rapidement. Euh, pour l'international, je le mentionnais au début de la présentation, il est malheureusement trop tard pour déposer pour cet automne et même pour l'hiver prochain. Le quota, le nombre de places disponibles pour les étudiants internationaux est atteint. On est rendu à une rentrée pour automne 2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut attendre autour du mois de novembre cette année, automne 2025, avant de voir l'ouverture de la période d'admission pour entrer à automne 26. Pour les autres étudiants qui sont au Québec, alors vous pouvez déposer pour cet automne d'ici le 1er juin ou si vous préférez débuter à l'hiver prochain, 1er novembre, et vous pouvez même débuter à l'été prochain si vous voulez. La date limite sera le 15 mars. Pour déposer, très simple, vous allez sur le site web de l'ENAP. En haut à droite de votre écran, vous allez voir le bouton Admission qui va vous amener vers une page qui s'appelle ADEL. C'est l'admission en ligne de l'ENAP. Vous aurez à créer un profil et ensuite suivre toutes les étapes pour déposer. On vous demandera des pièces à joindre, donc une lettre de motivation, votre curriculum vitae, certaines copies de certificat de naissance et de relevé de notes. Et il y a des pièces additionnelles qui vont s'ajouter, dépendamment si vous déposez pour le doctorat ou pour la maîtrise. Donc, vous aurez à déposer le tout en payant des frais d'admission de 58 également. Donc, on arriverait à la fin de la présentation. Vous voyez à l'écran des liens, mais surtout le dernier, là, qui est une adresse courriel, formation-recherche à enap.ca. C'est l'équipe de formation-recherche de l'ENAP qui pourra répondre à la plupart de vos questions. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'ENAP. Dans l'onglet du corps professoral, retrouver les courriels des professeurs Beaumier et Dubois qui étaient avec nous aujourd'hui pour les contacter directement si les sujets qu'ils ont présentés vous intéressent. Je serai rendu à passer la parole à ma collègue Mélanie afin de voir s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues.